Aujourd'hui, on est une équipe de 4 jeunes reporters, dont une élève du 4e, Yasmine, et 3 élèves de la terminale, Laris, Christelle et moi-même, les Myriam. Donc aujourd'hui, on a filmé l'établissement en vue de votre venue. Et par la suite, on va vous interviewer. Très bien. Et donc nous vous souhaitons la bienvenue aux élèves à la venue et donc dans notre établissement de LLM. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci. Merci, prof. Vraiment. Au revoir. Au revoir. Alors, donc, je vais commencer par vous poser la première question. Samedi, vous avez assisté à la journée de la France à l'exposition universelle à Dubaï. Que retenez-vous de cette journée? Je retiens que je suis restée absolument émerveillée toute la journée de ce que j'ai vu. Le pavillon Lumière, donc le pavillon français, avec tout ce qu'il a de symbolique pour la France. À savoir, quand on arrive, on a les Lumières, le passé, avec l'encyclopédie universelle, qui est juste sublime, qui est notre histoire et la science à travers les siècles en France. De voir le présent et ensuite les défis du futur. On a vraiment une exposition juste sublime concernant la France. J'ai été très émue de voir la patrouille de France. Ça peut paraître bizarre, mais ça m'a fait presque les larmes aux yeux. Vraiment, j'ai une émotion qui m'a submergée. Ça a duré quelques secondes de les voir là et ça m'a touchée, en fait, ça m'a fait quelque chose. Et puis après, comme je suis une grande féministe, j'étais très, très fière d'aller au pavillon de la femme. Là encore, on a des messages, universels qui sortent de la bouche d'enfants sur l'égalité homme-femme. Et on se dit que, en fait, si on pouvait garder son âme d'enfant toute la vie, le monde se porterait mieux. Et voilà, l'architecture, c'est intéressant, c'est impressionnant. Et encore plus quand on est architecte, j'imagine, cette découverte architecturale avec tous ces pavillons qui représentent 191 pays différents. Et du coup, c'est intéressant de se dire, ok, alors tel pavillon qui a telle forme, qu'est-ce qu'il veut dire, quel message il veut faire passer. Certains font passer des messages différemment que d'autres, mais vraiment, c'est une belle exposition mondiale. Je suis en live, c'est vrai que c'était impressionnant. Ça donne envie. Il faut y aller. Oui, c'est ça. Je vais vous poser une autre question. Alors, pas en rapport avec le monde universel, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans la vie politique et à vous présenter aux élections des députés, des Français à l'étranger en 2016? Emmanuel Macron. Clairement, c'est le candidat Emmanuel Macron. Quand il était en campagne, en fait, moi je l'ai connu, je l'ai découvert quand il était ministre de l'économie. C'était un brillant et très jeune ministre de l'économie qui pour moi avait tout compris. Et en fait, c'est aussi le premier à avoir valorisé autant les entreprises de la tech. Il est parti au CES Las Vegas. En fait, c'est de là que la French Tech a commencé à être connue au niveau mondial. Et moi-même, qui avais ma deuxième société qui était labellisée French Tech, voilà, c'est dans mon intérêt que la French Tech soit connue et reconnue. Et en fait, pourquoi je me trouve intéressant alors que je ne me suis jamais intéressée à la politique, c'est que, contrairement à beaucoup, quand il portait des lois, il écoutait tout le monde. En fait, il était dans un gouvernement de gauche, donc avec François Hollande, mais quand un député de droite lui disait on peut peut-être modifier comme ci, comme ça, quand c'était pertinent, il dit voilà, intéressant, on va travailler ensemble pour améliorer les choses. Et je me suis dit que c'était un monsieur pragmatique et du coup c'est vraiment lui et uniquement lui qui m'a poussée. Je vais laisser Yasmine poser quelques questions. Alors, quels sont les moments qui vous ont le plus marqué lors de vos voyages en Afrique et dans les pays du Moyen-Orient? Ce qui m'a le plus marqué depuis l'élection, parce que je vais en Afrique depuis 2001, donc j'ai l'habitude des voyages en Afrique et les pays du Golfe depuis 2 ans avant l'élection, 2015. J'ai été invitée régulièrement, je représentais les entrepreneurs français dans certains salons. Donc je connaissais un peu. En Afrique, ce qui marque peut-être, c'est de voir la relation que
la relation qu'a la population envers la France, envers les élus, envers les représentants et les élus eux-mêmes africains. Elle est très très forte, ils sont très attachés à la France et certains Africains comme les Gabonais ou les Congolais du Congo-Brazza, parce qu'il y a deux Congos, RDC, Congo-Kinshasa et le RD Congo, sont tellement attachés à la France, en fait, ils se considèrent français. Et ce qui m'avait impressionné, c'est qu'une fois, les députés congolais nous ont dit, en fait, pour nous, si on va pas en France, on a raté notre vie. Donc il faut qu'on aille au moins un jour dans notre vie en France. Ils se considèrent français. Et ils vont tous au lycée français à Libreville ou à Brazzaville. Et voilà, ça m'a frappé. Et alors, quel a été votre ressenti quand vous avez gagné les élections législatives? Je le savais. Parce que en fait, je fais rien si je ne vais pas gagner. En fait, j'ai toujours dit à ma fille qu'il fallait savoir perdre, que le principal c'est de participer, mais en vrai je ne me l'applique pas. Je participe que si je gagne. Et donc, du coup je disais oui, le principal c'est de participer, on dit ça aux losers, mais c'est pas bien de dire ça, c'est vrai. C'est intéressant de participer aussi. Mais il faut y aller pour gagner. Et quand on a commencé à me dire oui mais Amélia, voilà, si tu perds tu fais quoi? Non, j'en parle. Je perds, je sais pas ce que c'est. Donc non. Et après quand même j'ai eu beaucoup de chance parce que les gens avaient envie de donner une majorité au président. Ce qui est intéressant en France et chez les Français, c'est qu'ils sont quand même assez politisés et connaissent, ils ont un niveau intéressant. Et du coup, la majorité se disent qu'un président est élu, il faut lui donner une majorité. Un pays est ingouvernable quand le président n'a pas de majorité. On a déjà eu des moments dans la vie de la 5e République avec ce qu'on appelle une cohabitation. Un président de droite et une majorité de gauche ou l'inverse. Et on ne peut pas gouverner, on ne peut pas avancer, on ne peut rien voter. Et les Français le savent, donc ils sont assez sensibilisés, informés, et ils veulent donner une majorité. Donc une fois que le président a été élu, je me doutais bien que les Français sont intelligents et qu'ils donneraient une majorité comme ça. Ça quand c'est un bon président. Alors, je vais vous poser ma dernière question. Comment arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle et votre vie privée, sachant que vous voyagez beaucoup et vous avez sûrement beaucoup de responsabilités et de travail aussi? Alors, ma fille se plaint beaucoup parce qu'elle me dit que j'ai quasiment pas de vie privée, donc elle me dit, moi je vais aller à la télé, je vais dire aux gens que je te vois jamais. Non, plus sérieusement, en fait, je reste à l'Assemblée nationale et du coup à Paris pour surtout être en commission 3 semaines par mois. C'est comme ça que je m'organisais, en tout cas avant le Covid. 3 semaines par mois à l'Assemblée et 1 semaine par mois en circonscription. Du coup, dans une circonscription de 49 pays, souvent sur 5, 6, 7 jours, je peux faire 2 jusqu'à 3 pays. Après, ça dépend des endroits. Par exemple, quand j'ai fait une fois le Ghana, Bénin, Togo, Nigeria, je suis partie 9 jours, j'ai fait 4 pays. Et à chaque fois, j'essaie de voir un maximum de gens. Donc, par exemple, quand je vais au lycée, je vais faire souvent une séquence avec les élèves, une séquence avec les parents tout seuls, avec la direction toute seule, avec les professeurs tout seuls. Donc là, il y a 4 heures et j'ai vu un spectre intéressant. Je vais rencontrer ce qu'on appelle la communauté économique, donc les chefs d'entreprise français. Je vais rencontrer les associations, parce qu'on a partout des associations de Français à l'étranger. Je vais rencontrer des gens qui veulent me voir en direct, qui ont des problèmes et ils veulent m'en parler de manière discrète. Donc je fais tout le temps ce qu'on appelle une permanence parlementaire. Donc c'est des tête-à-tête de 20 minutes et les gens s'inscrivent par mail avant le déplacement. J'échange tout le temps, pendant longtemps, avec les agents des consulats, des ambassades. Voilà. Partout où il y a un sujet, où il y a des gens qui veulent me voir, et tous les sujets moi qui m'intéressent, notamment sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat des femmes, j'optimise pour essayer de voir un maximum de personnes. Dans certains pays, on a des associations d'anciens combattants, comme on a Madagascar. Dans d'autres pays, on a des agences de l'AFD, l'Agence française de développement. Donc je vais voir les projets financés par l'aide de développement. Voilà. Chaque fois, le spectre est hyper large et je ne reste pas longtemps. Les journées sont hyper denses. C'est pour ça que je ne peux pas m'éterniser avec vous, alors que j'aimerais bien. Mais voilà, j'essaie de voir le plus de personnes possible. Et quand je rentre, pareil, on fait les comptes rendus. Et s'il y a des choses à remonter à un ministère ou à une agence, comme pour les lycées, l'agence, l'AEFE, eh ben on remonte ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va.
Et c'est là que c'est intéressant de remonter aussi ce qui va bien, parce qu'après, ils peuvent s'en inspirer pour d'autres lycées dans d'autres pays. Et voici ma dernière question. Est-ce que vous pensez vous représenter l'année prochaine? C'est fort possible. Il n'y a rien de sûr pour l'instant. Ça va dépendre beaucoup de comment je serai en fait l'année prochaine, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui peut changer d'avis, quelqu'un qui aime beaucoup faire des choses différentes. Et ça va dépendre aussi de l'élection présidentielle. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Et on va vous laisser. Pas de questions.